Indaba, Cape Town, la RDC est présente par le ministre des Mines Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Introduit au devoir de redevabilité, il a tenu à s'exprimer devant la presse spécialisée sur le site même de la conférence minière. Dans un langage clair, l'homme d'État a brossé l'enjeu de la grande messe minière. Après cet exposé, un jeu de questions-réponses fut organisé. Nous revenons sur les plus importantes questions soulevées. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la clôture du Mining Indaba, où la RDC était venue présenter un peu ses atouts comme un grand ensemble de pays. Mais nous, dans le cadre de la transition énergétique, la RDC a beaucoup à offrir au monde avec tous les minerais critiques. Ce sont les minerais qui sont pour nous très stratégiques pour pouvoir réussir, selon la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis au centre de ses intérêts le développement de notre pays et le bien-être socio-économique de nos populations. Dans ce cadre-là, la RDC, qui fait face actuellement à une grave crise à l'est de notre pays, lorsque nous sommes agressés par le Rwanda et donc les événements tragiques qui se déroulent actuellement à Goma. Donc, nous disons souvent que les minerais de la République démocratique sont une richesse sous nos pieds, mais une désolation sous nos yeux. Et voilà, c'est un exemple flagrant avec ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous subissons cette agression dans l'objectif de s'accaparer des minerais et ressources naturelles de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons ici présenté les points importants de notre stratégie. On parlera surtout de traçabilité et de certification. La traçabilité, c'est très important parce que nous voulons que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de la sous-région, mais également plus globalement, que l'origine des produits miniers puisse être très bien identifiée dans le cadre de la traçabilité, de telle sorte à ce que l'on sache que ces minerais répondent à une exploitation durable et une exploitation responsable, qui ne met pas en danger les droits humains, mais également que ce ne soient pas des minerais issus des conflits armés. Donc, par cela, donc, ces éléments sont importants, traçabilité et aussi la certification de nos ressources. Nous avons entamé un grand programme, un vaste programme géologique, d'identification et de certification de nos ressources pour pouvoir aller plus loin et répondre à cette demande des minerais critiques. Notre stratégie a été présentée autour de cette traçabilité et de cette certification. Notre stratégie a été présentée en 5 points, principalement 5 points de diversification. Le premier point, la diversification de nos partenaires. Nous ne voulons plus travailler, je dirais, avec une seule partie, une région du monde, mais ouvrir un plus large éventail de partenariats et nouer des partenariats gagnant-gagnant pour le bénéfice de nos populations et le développement socio-économique de notre pays. Le deuxième point, c'était la diversification de nos provinces minières. Vous savez que la République démocratique du Congo est souvent connue pour les développements miniers à l'est du pays, mais également dans le sud du pays. Donc nous avons d'autres régions qui sont riches en minerais et pour lesquelles nous allons poursuivre. Et cette année-ci, nous aurons de belles surprises à vous présenter dans de nouvelles régions qui deviendront des régions, des provinces minières. Le troisième point de la diversification, c'est la diversification de nos produits miniers que l'on traite. Donc, on veut sortir simplement du tout cuivre cobalt, de l'or et du diamant principalement, vers des nouvelles commodités. On parle là du lithium, du germanium, du nickel, du chrome, du manganèse, tous ces produits qui sont nécessaires à la haute technologie,
mais également aux industries automobiles dans le cadre de la transformation et la transition énergétique. Le quatrième point de diversification pour nous, c'est les aspects de diversification des produits exportés. Par là, nous entendons la transformation locale. Nous voulons créer de la valeur localement, répondre à un des objectifs et des engagements du chef de l'État qui est de créer plus d'emplois. Et donc, c'est par la transformation locale, avec aller plus en profondeur dans la chaîne de valeur, que nous pourrons justement créer ces emplois avec un transfert de technologie pour que nos populations et notre main-d'œuvre soient à même de pouvoir travailler dans des nouvelles conditions qui seront mises, que ce soit dans l'industrialisation, mais également, donc l'on veut avoir des produits et ne pas simplement exporter nos produits bruts, mais transformer localement. On dit souvent, nous exportons, lorsqu'on exporte des produits bruts, on dit souvent que nous exportons de la richesse et nous importons de la pauvreté. Donc nous voulons sortir de cela. Enfin, la dernière diversification, et là c'est vraiment dans la vision de son Excellence le Président de la République, qui est la réelle diversification de notre économie en utilisant les revenus générés par le secteur minier pour pouvoir développer l'agriculture, le tourisme, l'industrialisation et la transformation locale. Donc voilà les aspects que je voulais présenter ici et donc nous pourrons voir ensemble un peu plus loin si vous avez des questions sur le sujet, à peu près quels ont été les échanges que nous avons pu mener lors de ces 3 jours ici à Indaba. Je vais vous prendre, d'abord, merci pour la question, Monsieur Kalengai. Je voulais d'abord voir un peu ce qui s'est passé les 6 derniers mois de l'année 2024. Si vous avez vraiment suivi l'actualité, nous avons lancé les premières productions de germanium en 100% congolais avec la Gécamine et sa filiale STL. Donc, là déjà, nous avons un des premiers points où nous pourrons trouver que nous faisons un autre minerai donc, qui n'était pas exploité à l'époque. Mais nous avons également lancé une mine qui était à l'abandon depuis une centaine d'années. Donc c'est la mine de Kipushi, donc Kipushi Corporation. Et là, c'est encore un exemple qui va, vous allez le voir, regrouper différents pans de nos axes de diversification, parce que nous avons un partenaire, je dirais, qui est un partenaire occidental. Nous avons une mine qui a été remise en production 30 ans après, donc c'est sur un produit qui est le zinc. Donc voilà, vous avez là déjà des exemples en 6 mois. Mais je peux continuer la liste où il y a déjà des choses qui se sont faites dans le cadre là. Pour la diversification de nos provinces minières, nous avons lancé maintenant au niveau de Manono. Donc nous avons donc dans le cadre de la province, on retrouve le lithium à Manono. Et donc vous avez encore ici une combinaison de différents axes parce que c'est encore un produit que l'on va mettre prochainement parce que là les travaux sont en cours et déjà il y a toutes des infrastructures qui sont mises en place, notamment les infrastructures routières. Avant, entre Manono et Lubumbashi, on mettait 3 semaines, mais au jour d'aujourd'hui, entre Manono et Lubumbashi, on fait 3 jours, moins de 3 jours en fonction des véhicules que l'on utilise. Donc ce sont là des exemples où on peut, je dirais aujourd'hui déjà dire que tout ça rentre dans le cadre de la stratégie que nous menons. Voilà, donc vous avez formulé là plusieurs questions.
Sur le cadre de la géologie, je tiens à rappeler ici que nous avons remis en selle le service géologique national en leur dotant de moyens substantiels pour qu'ils puissent mener leur activité en tant que service géologique national. Là-dessus, nous avons mené aussi pas mal d'actions, et je reviendrai sur le contrat que vous avez évoqué, mais nous avons déjà mené des actions pour rapatrier toutes les données géologiques qui se trouvent au musée de Tervuren, mais également avec le BRGM donc en France. Et à ce jour, le Service géologique national, sous notre instruction, collecte l'ensemble des données parce que lorsque vous avez des miniers qui font des travaux de prospection, ils ont toute une base de données qu'ils produisent. Et donc tout ça est rassemblé au sein du service géologique national. Nous avons présenté, dans le cadre d'un conseil des ministres, notre politique de traçabilité et de certification de nos ressources naturelles et ressources minières. Donc, tout ça, c'est déjà des choses qui sont faites. Le travail qui a été fait avec la firme Excalibur, qui est effectivement une entreprise privée, c'est un travail qui a été fait sur fonds de la République démocratique du Congo, avec les fonds du FOMIN, donc le Fonds pour les générations futures. Donc c'est bien un financement congolais. Pourquoi ça ne s'est pas fait directement, et vous comprendrez facilement que ça ne s'est pas fait au niveau du service géologique national, parce que la société a une certaine expérience, a certains équipements que nous n'avons pas commencé à investir dans l'acquisition de ces équipements. Donc c'est plutôt un service que nous avons sous-traité avec l'entreprise que vous avez citée. Mais à ce jour déjà, cette entreprise a fini toutes les études et donc tout ce qui était aéroporté, la géologie aéroportée, donc avec la géophysique. Et donc maintenant, nous allons passer à des forages, c'est ce qu'on appelle donc des forages pour aller dans les sols. Donc, mais déjà toutes ces données, que ce soit sur la partie sud du pays et sur la partie centre, la grande partie des résultats qui ont été collectés lors de cette exploration aéroportée a été rassemblée et aujourd'hui est entre les mains du Service géologique national. Donc là, l'avenir pour 2025, c'est justement avec l'avènement de la technologie, de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir aller encore plus loin pour l'analyse et le traitement de ces données avec des nouvelles hypothèses et ce qui ferait que ça pourrait nous donner des nouvelles informations sur nos ressources. Et en exemple, vous avez par exemple l'entreprise Camoa qui a présenté son projet et qui a découvert, il n'y a pas très longtemps, un gisement très important de cuivre et aussi un gisement à haute teneur de cuivre avec plus de 6% de teneur de cuivre. Donc ça, c'est pour le Service géologique national. Au niveau du SAEMAP, donc, qui encadre tout ce qui est les artisanaux, je vous informe que nous avons déjà, avec le SAEMAP et la société Activa, nous avons signé des accords pour avoir des assurances pour l'ensemble de nos creuseurs et tout ce qui est artisanaux. Donc là-dessus, on avance aussi pour, je dirais, protéger ces creuseurs artisanaux, mais également toute une politique qui est mise en place en utilisant déjà les systèmes de traçabilité qui sont mis au niveau du SAEMAP, mais également au niveau du CEC. Et donc ce que l'on veut faire ici, dans le cadre de la traçabilité, c'est vraiment de le faire depuis le début, c'est-à-dire depuis la source, donc le puits, comme on dit, okay, jusqu'à l'exportation, et même de manière à nous assurer que par rapport à la règle qui veut que l'on rapatrie les 60% du produit de la vente des minerais à l'extérieur. Et donc, toute cette chaîne de traçabilité, nous sommes dans un processus d'amalgamer les différents systèmes qui existent par rapport au manuel de traçabilité, manuel de procédure qui existe
et de rendre ça digital pour avoir, je dirais, un système de traçabilité qui est plus transparent, plus juste et qui va éviter la contrebande, mais en même temps assurer des revenus substantiels à l'État. Alors, pour la situation de nos entreprises minières, effectivement, une grande partie de nos entreprises nationales minières ont été confrontées dans les années, on va dire 2000, début des années 2000, à de grandes difficultés, ce qui a fait qu'elles ont perdu la compétitivité, mais également elles ont accumulé un grand passif social. Le gouvernement a, si on parle par exemple de l'AMIBA, le gouvernement a mis à disposition de l'AMIBA un montant important de 50 millions de dollars pour assurer déjà le redémarrage de l'AMIBA. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau de l'AMIBA. Par rapport à la GECAMIN, vous avez de plus en plus la GECAMIN qui a repris, dans le cadre de ces joint ventures avec certains partenaires internationaux, qui a repris la main pour commercialiser sa quote-part dans leur joint venture. Donc cela permet déjà d'avoir une plus grande prise sur les revenus et ne pas simplement se contenter de dividendes. Ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de sociétés nationales, n'ayant pas des ressources suffisantes pour poursuivre les exploitations minières, mais également pour, je dirais, maintenir et renouveler leurs équipements, ce qui se passe, c'est qu'elles sont rapidement allées, depuis un petit temps, depuis ces dernières années, elles sont rapidement allées vers on va dire, des partenariats en cédant leurs actifs, et cela nous déplorons fortement. Et donc là-dessus, nous travaillons pour que cela s'arrête, parce que souvent dans ces partenariats, je dirais, le rapport de force n'est pas en notre faveur, en tout cas pas en faveur des décideurs de ces entreprises. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils reçoivent un maigre dividende, alors que quelqu'un d'autre, soi-disant partenaire, vient et exploite à son profit l'ensemble des actifs de nos entreprises minières. Et donc là, nous allons plutôt vers des partenariats gagnant-gagnant, où il faut que, je dirais, cette mise en commun de nos actifs et des apports financiers du partenaire soit mieux reflétée dans le rapport de force, mais également mieux reflétée dans la gestion et la répartition des bénéfices. Voilà, donc d'abord, quand je parle de diversification de nos partenaires, les Congolais sont inclus dans cette diversification. Donc on a, on va dire, une diversification pour ne pas, comme je le disais, travailler simplement sur certaines régions géographiques, mais pour élargir un peu nos partenariats, mais également sur des partenariats sud-sud. Donc ça, c'est pour montrer que l'on cherche, je dirais, des partenaires qui peuvent nous accompagner dans une exploitation minière responsable et à long terme. Concernant les Congolais, l'activité minière est une activité très capitalistique qui nécessite beaucoup de moyens. Mais à ce jour, nous avons différents projets qui sont arrivés à maturité et pour lesquels nous les accompagnons, des projets congolais, pour lesquels nous les accompagnons pour pouvoir assurer d'avoir le financement nécessaire et de pouvoir faire cette exploitation. Et là aussi, je voulais dire, et c'est très important, nous ne voulons pas que ce soit quelqu'un qui vienne et qui prenne, qui amène le capital et qui prenne tous les actifs. Nous voulons que ce soit un financier qui vienne et qui mette les financements à la disposition de ces entrepreneurs congolais, de manière à créer la mine qui est nécessaire et à créer cette activité. Nous avons une société qui est par exemple CMT à Nyoka. C'est une société
qui a fait toutes, je dirais, les analyses, qui a certifié selon les normes internationales JORC, qui a certifié sa mine de cuivre et cobalt, et qui aujourd'hui est dans la recherche de son financement, et nous travaillons en étroite collaboration pour assurer que ce financement puisse être libéré. Mais nous poursuivons, et nous poursuivons à aller justement de l'avant dans ce sens-là, où nous allons multiplier de plus en plus ce type et accompagner des Congolais. Alors, je vais reprendre une par une à vos questions. Juste pour vous dire que vous avez parlé du service géologique en même temps du SAEMAP, ce n'est pas la même chose. Le service géologique, c'est pour la géologie, et le service SAEMAP, c'est pour les creuseurs artisanaux. Mais je voulais vous répondre ça. Alors, la première question était comment le secteur privé, le secteur minier, pardon, profite aux Congolais. Au jour d'aujourd'hui, selon le code minier, donc les sociétés minières ont des obligations sociétales et pour les communautés. Cela se passe par trois axes. Il y a ce que l'on appelle le cahier des charges. Donc les sociétés mettent en place un cahier des charges pour répondre à certains besoins sociaux des populations environnantes et des communautés locales. Le deuxième aspect, c'est une partie de la redevance minière qui est reversée aux entités territoriales décentralisées pour permettre à ces entités de financer leur plan de développement local, et cela aussi qui répondra aux besoins de la communauté. Enfin, le troisième axe, qu'on appelle la dotation 0,3% du chiffre d'affaires, c'est les sociétés minières qui, donc, au sein d'une commission qu'on appelle DOT, qui est constituée des représentants de la société, des représentants du ministère des Mines et du ministère des Affaires sociales et des représentants des communautés locales. Et donc, c'est ensemble qu'ils évaluent les différents projets qu'ils doivent mettre en place pour la communauté, et ces projets sont ainsi financés. Vous avez suivi les entreprises dans les présentations qu'elles ont faites aujourd'hui, qui vous ont parlé de certaines routes, qui vous ont parlé de certaines écoles, qui vous ont parlé de certains centres de santé, qui vous ont parlé d'adduction d'eau et de projets électriques. Donc c'est dans ce cadre-là, que ce soit cahier des charges, que ce soit ETD, contribution de la redevance minière aux ETD et les 0,3% du chiffre d'affaires. Non, je ne suis pas satisfait. Je suis sûr que l'État me... S'il vous plaît. C'est pas un débat. Non, on ne fait pas un débat. Je voudrais juste repréciser, s'il vous plaît. Nous parlons des populations qui ne profitent pas. Moi, je fais le Katanga, je connais la route de Manolo. Ce qui est présenté à l'État n'est pas vrai. Est-ce qu'on doit le dire ou est-ce qu'on doit laisser le ministre continuer à penser que ces gens font réellement des travaux pendant qu'ils ne le font pas? Est-ce que l'État a un organe de contrôle quand vous recevez ces rapports-là pour vérifier si ce qu'ils vous disent est vrai ou faux? Parce que moi, je suis convaincu qu'ils vous disent des faussetés et les populations ne profitent pas. On y arrive, on y arrive. Okay. On y arrive. Donc, je disais donc qu'il y a ces aspects qui sont faits pour financer des projets sociaux aux alentours, donc dans les communautés locales. Vous dites que d'abord, on a différentes structures pour accompagner cela et vérifier cela, que ce soit au niveau du ministère des Mines, mais également au niveau des affaires sociales. Et on a au-dessus de tout ça l'inspection générale des mines qui peut également aller faire des contrôles. Ce qui est fait n'est certes ou peut-être pas suffisant, et donc nous avons mis l'accent pour aller voir et aller d'ailleurs nous réfléchissons à mettre ensemble
tous ces fonds pour pouvoir faire des actions et des activités qui ont un impact plus visible et plus important. L'autre point que vous avez soulevé, c'était sur la connaissance des minerais par les artisanaux. Alors, je voudrais ici refaire un peu la chaîne, même pour les artisanaux, depuis l'exploitation au niveau du puits jusqu'à, on dirait, à la sortie du pays. Lorsque les artisanaux vont creuser, ils récoltent des minerais. Ces minerais, ils les amènent vers une entité de traitement. En général, entre eux et l'entité de traitement, il se retrouve un négociant. Et ce négociant, je pense que c'est là quand vous dites qu'ils ne connaissent, nos artisans miniers n'ont pas grande connaissance. Donc ce sont ces négociants qui font, je dirais, qui roulent, pour utiliser un mot simple, qui roulent nos populations et nos creuseurs afin de transmettre ce lot ou cette cargaison à l'entité de traitement. Nous allons remettre en place les aspects du centre de négoce, par exemple, qui est à Moussompo, à Kolwezi. Donc nous avons déjà installé avec le CEC un laboratoire que le chef de l'État a d'ailleurs inauguré, afin de nous assurer que tous ces lots ou colis sont justement, peuvent être mieux traités, mieux, on va dire, expertisés pour donner la valeur correcte à l'exploitant artisanal. Aujourd'hui, ça se fait par ces négociants qui sont souvent, on va dire, en connivence avec les entités de traitement. Et donc, pour eux, l'avantage est de faire en sorte qu'ils en tirent la plus grande valeur. Qu'à cela ne tienne, nous avons envoyé, il y a quelques mois, il y a un mois et demi ou 2 mois, une commission qui est partie vérifier en fait l'ensemble des entités de traitement, une trentaine je crois, 55 voilà, pour 55 entités de traitement. Donc ils sont passés par là pour voir tous les défauts qui ont été répertoriés, pour répertorier tous les défauts par rapport au code des règlements miniers. Et donc nous avons reçu en début d'année donc leur rapport sur lequel nous allons maintenant statuer. Ça, c'est pour les aspects et faire en sorte que nos populations puissent tirer le fruit, en tout cas un plus grand fruit de l'exploitation qu'elles sont en train de mener. Alors, pour la connaissance et la géologie de notre potentiel minier, vous devez savoir que la géologie coûte beaucoup d'argent. Ça coûte très cher. Et pour cela, il faut trouver beaucoup de financement. Et souvent, on cherche, on creuse, mais sans résultat. Donc, c'est souvent de l'argent que l'on dépense, je dirais, sans retour sur investissement. En plus, nous avons un grand pays. Donc, déjà que ça coûte cher sur un petit espace, mais maintenant, si on doit le multiplier sur la grandeur de notre pays, donc cela fait en sorte qu'il faut encore plus de financement. Qu'à cela ne tienne, je vous ai expliqué que nous avons maintenant cherché à rapatrier, à collecter l'ensemble des données au niveau du service géologique national, ces données qui étaient dispersées autrefois. Donc il y a une bonne partie qu'il faut digitaliser. Par exemple, à Tervure, ils ont presque, je crois, 150 kilomètres de documents. Et donc il faut tout digitaliser, traiter cela. Et ça nous permettra donc de rassembler l'ensemble de ces données. Avec la technologie et je dirais le développement technologique et l'intelligence artificielle, au jour d'aujourd'hui, on peut aller plus vite et pour mieux traiter ces éléments. Donc ça, c'est ce que l'on fait pour la partie, on va dire, des données existantes. J'ai rappelé tout à l'heure
que nous avons commencé toute une campagne sur le Grand Katanga principalement. Aujourd'hui, on était sur le centre du pays. Donc la géologie, en tout cas la géologie aéroportée est en cours. Et donc on commence à collecter déjà le résultat de cela. Nous nous sommes alliés dans le cadre avec les Américains, dans le cadre du Mineral Strategic Partnership. Nous avons adhéré à cette on va dire, association dans laquelle nous allons chercher à avoir, parce qu'il y a des disponibilités de fonds pour de la recherche et pour de la géologie. Nous avons signé en décembre dernier et nous avons lancé la feuille de route du mémorandum d'entente que nous avons avec l'Union européenne sur l'approvisionnement en minerais critiques. Donc là aussi, dans cette feuille de route, il y a un volet qui est consacré à rapatrier des financements pour faire de la recherche. Enfin, lors de notre séjour ici au Mining Indaba, nous avons avec les Japonais qui sont prêts à mettre à notre disposition également toute une imagerie satellitaire qui nous permettra de pouvoir aller encore plus en profondeur dans la connaissance de notre sous-sol. Donc, je dirais, les choses sont enclenchées. Maintenant, nous rassemblons tout cela et nous allons même réfléchir à aller plus loin. On dit, une fois qu'on aura toutes ces données digitalisées, de même pouvoir les ouvrir, comme on dit, open data, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, différentes sociétés, organismes pourraient continuer à travailler sur les données et avoir des résultats. Mais pour nous, il est très important de savoir ce que notre sous-sol regorge. Pourquoi? Parce que nous voulons aller plutôt vers un système d'appel d'offres. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on donne des permis, on donne des permis à un prix, on va dire, à un prix flat. La politique du Camille sur ce plan n'est pas très bonne. On donne des permis à un prix fixé. Et donc, que, je dirais, le périmètre soit ou non minéralisé. Et donc, nous voulons aussi aller vers, une fois que l'on aura ces informations, nous voulons aller vers cette réévaluation et en tout cas de mettre en appel d'offres pour l'acquisition de ces permis. En termes de création de zones d'exploitation artisanale, ZEA, avec le CAMI, nous travaillons fortement pour démultiplier cela et nous avons déjà commencé à en créer certaines. Pour la région du Haut-Katanga, par exemple, c'est pour l'instant, on va dire, assez difficile, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que l'ensemble, en tout cas la quasi-totalité des zones minières est sous des permis de la GECAMINE. Donc cela, avec les dispositions chez nous, on ne peut pas avoir superposition de zones. On ne peut pas mettre sur un permis existant une zone d'exploitation artisanale. Et donc là, nous travaillons et dans les jours qui viennent, d'ailleurs, c'est même plus semaines, donc ça, certaines dispositions seront améliorées par rapport à ça. Mais ce n'est pas que dans le Grand Katanga que nous avons besoin de zones d'exploitation artisanale. Nous en avons besoin un peu partout, dans le centre du pays, pour tout ce qui est diamant par exemple, mais également à l'est du pays pour toute la filière aurifère, cassitérite, ou bien les 3T de manière générale. Donc, il y a une politique qui est menée là-dedans et
on est en train de définir le nombre comme indicateur avec le CAMI, en tout cas au niveau du cabinet, pour donner comme indicateur pour cette année le nombre de ZEA qui seront créés par le CAMI. Mais il n'y a pas que les ZEA. Nous avons également tout ce qui est les zones d'exploitation des rejets. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de rejets sont, une fois de plus, je vais dire, attribués de manière, on va dire, peu profitable pour l'État congolais. Quand on parlait de STL avec son germanium, c'est sur un remblai, donc c'est sur des rejets qui existaient déjà. Donc, ce que l'on met donc, par rapport à ça, donc, il y a une instruction ferme du chef de l'État au mois de mars de l'année passée, 2024, pour également créer des zones d'exploitation de rejets. Donc, là, je crois que le CAMI est déjà en train de délimiter ces différents terrils ou remblais, de telle sorte à pouvoir, je dirais, sortir de cela avec donc des zones d'exploitation des rejets. Par rapport à la traçabilité, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à, je dirais, à des systèmes, à des initiatives qu'on appelle des initiatives de traçabilité qui sont parfois régionales, mais qui n'ont pas le même poids. Je vous donne un exemple. En République démocratique du Congo, la traçabilité pour une société comme l'initiative Itski, qui s'appelle, commence au niveau de la mine jusqu'à l'exportation. Dans un pays comme le Rwanda, la traçabilité avec cette même initiative commence au niveau de l'unité de traitement. Donc là, dans ce pays, on ne se préoccupe pas de savoir quelle est la source, mais on s'occupe de savoir comment c'est sorti, et puis après, donc, cela s'apparente à du blanchiment, carrément, et à effacer l'origine, je dirais, pillage qui se fait à l'est de notre pays. Qu'à cela ne tienne, nous avons milité fortement au niveau du RMI, donc le Responsible Mining Initiative. La société Itski a été déclassée déjà par rapport à cela, par rapport au sourcing de minerais qui viennent sur l'est de notre pays et la partie du Rwanda. Donc, je disais en début, notre pays est un pays riche sous nos pieds, mais triste sous nos yeux. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce secteur minier concentre tout ce qu'il y a de bien, mais également tout ce qu'il y a de moins bien dans les pratiques que nous avons au niveau de ce secteur. Donc l'objectif que l'on fait ici, c'est justement de continuer d'assainir ce secteur. Et ça se fait, je dirais, à un rythme peut-être pas assez rapide encore, mais en tout cas, nous avançons fortement. Dans le cas de la traçabilité, par exemple, nous avons à Rubaya le plus grand gisement de coltan au monde, qui représente à peu près 30% des ressources mondiales. C'est une zone qui est occupée par le M23. Là, par exemple, vous allez voir des rapports des experts des Nations Unies qui indiquent que depuis l'occupation de cette zone par les M23, vous avez la production au travers du système de traçabilité du pays voisin qui a doublé. Ils sont passés de 100 tonnes par mois à 200 tonnes par mois. Sans nouvelles mines, sans nouveaux développements. Donc, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons positionné depuis la prise de Rubaya comme une zone interdite à l'exploitation minière. Nous avons des images satellites et des images de drones qui montrent que cela a continué malgré tout après.
Et c'est là d'ailleurs où vous voyez que la République démocratique du Congo a introduit une plainte contre l'entreprise Apple en Belgique, en France, justement pour qu'ils puissent démontrer l'origine de du coltan qui est utilisé dans les appareils de cette marque. Donc, voilà déjà des actions concrètes qui sont mises en place. Et comme je le disais, nous travaillons pour avoir cette chaîne et cette traçabilité digitalisée, je dirais homogène sur toute la chaîne et transparente. Pourquoi on doit avoir ça? Je reviens d'ailleurs juste un peu à Roubaïa par exemple. Et c'est par exemple à Roubaïa là où ce M23 met au travail des enfants, des femmes, un travail forcé qui s'apparente à de l'esclavagisme, avec toute une logistique qu'ils ont mise en place, dont je ne donnerai pas tous les détails ici, mais toute une logistique qui a été mise en place pour vraiment utiliser nos populations dans ce travail forcé. Donc je reviens maintenant sur la traçabilité. Je disais, cela nous permet, pourquoi avoir cette traçabilité? Parce que cela, si on peut démontrer que l'on a un produit qui a été traité de manière responsable, de manière durable, en respectant les droits humains, depuis l'origine, ça nous permet d'avoir accès à des marchés plus importants et à pouvoir traiter avec les utilisateurs finaux pour faire accepter nos produits. Et là, je voudrais aussi insister sur une autre réussite, c'est que au jour d'aujourd'hui, la société KCC, donc dans le Lualaba, la société qui appartient à Glencore, fournit du cobalt congolais à l'entreprise Tesla, donc pour la construction et la fabrication de ces batteries pour les véhicules électriques. Donc ce sont là des progrès et la reconnaissance du fait qu'il y a une avancée dans la perception de notre pays, mais de manière générale, la République démocratique du Congo pâtit d'une mauvaise perception. Et comme dit souvent le chef de l'État, c'est à nous, Congolais, de commencer à montrer que les choses sont différentes. Et c'est pour ça que j'ai invité l'ensemble des interlocuteurs que j'ai eu, avec qui j'ai échangé, d'aller voir le stand de la RDC et de revenir nous donner leurs impressions. Et pour la majorité d'entre eux, c'était le plus beau stand ici à Mining Indaba. Donc cela passe aussi par cette image, par ces petits faits, pour montrer que la perception de la République démocratique du Congo doit changer sous la vision du chef de l'État et l'impulsion, le leadership de la Première ministre. L'ensemble du gouvernement travaille à ce changement de perception. Donc, ok, nous terminons par madame. De façon très courte, une dernière question autour de... Je dirais déjà, nous étions à Bruxelles en décembre. Nous avons échangé avec le commissaire en charge des Grands Lacs, à qui nous avions déjà fait cet appel. Et dans la situation actuelle, nous continuons à militer. Nous avons rappelé aussi aux représentants de l'Union européenne que nous avons vus ici, nous leur avons rappelé que la dénonciation de cet accord faisait partie des préalables pour reconnaître que le Rwanda n'est pas un pays producteur des minerais critiques, mais plutôt un pays qui pille les ressources dans un autre pays et pour se prévaloir d'être un fournisseur, on va dire, responsable et durable de minerais critiques. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Good afternoon. Non, non. You said last year that you would want to see Congo diversify its investment based on the mining sector
from over-relying on Chinese investors. I just wanted to find out from you, are you seeing more US or European investors coming into the Congo, mining into the copper and cobalt industries to end the over-reliance on the Chinese investors that you mentioned last year? And still on that as well, could you please give us an update on the latest on KMAF resources, which we understand was being bought by Noringo, and your government was opposed to the sale to Noringo. Just those two. It's not on our schedule, sir, so I'm sorry, it was the last question. Well, I can answer quickly. So first of all, I like to highlight here that the mining sector was, I will say, the presence of Western company was dominant in the mining sectors in DRC some years back. So it is not DRC was sold to another country or other partners. The different assets. That is number one. Number two, as I said, we are open, and we are open to different partner, as long as it is a win-win partnerships, as long as it go into the same direction, or that's what we want in our various strategic axes, specifically on local transformations, on value added locally, and also on the way to mine on a responsible way and in a sustainable way. So that is why we go from forum to forum to advocate for DRC. We have signed with the European Union MOU on supply of critical minerals. We have adhered on the Mineral Strategic Partnership in the US. Among them are other countries that also look for a sustainable and responsible supply chain for critical mineral. So we are open to all new investment in the country, and soon, I would say I hope in the next month, but definitely by end of this year, you will see that DRC is now bringing more and more different investors, because we are advancing in different conversations and agreements with new partners. But as a sake of examples, we have already the Kiko project, Kipushi, which is actually a good example where we have one partner, Ivanhoe, in this case, who comes and continue to invest in DRC for new mine development, and specifically here for the zinc. So we also have exchanges with Japan. So we are very broad, I would say, in our way of looking partnerships. And as I said, in the coming months, you see more and more things happening. So on the CHEMAF, there was, so we are not going to take too long on that. So that was just a breach in the way things were done. That is why the government has said that it was not conform to the procedures, and that is why we have just put on hold on that transactions, and now we are working to finalize the CHEMAF acquisitions and make sure that they can continue and do their operation with new financial, because they need
finances to continue the activity. Just to be clear, are you going to Thank allow? you. Sorry, sir, it's okay, sir. I'm so sorry. just No, it's clarification okay, on no, that. please. We have to respect the time. Thank you very much. Merci à tous. Je vous en prie. Messieurs les journalistes, peut-être le petit mot de clôture, Excellence. Excellence, peut-être juste un petit mot de clôture. Non, voilà, donc je vous remercie. Comme je dis souvent, d'abord je vous remercie de venir aussi nombreux. Le secteur minier reste un grand contributeur au budget de l'État. C'est à nous de faire en sorte que ce secteur puisse continuer à produire des revenus, que nous puissions poursuivre le développement de cette activité. Il est important qu'elle se poursuive de manière responsable, de manière durable, en respectant toutes les règles environnementales, sociétales et de bonne gouvernance. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement travaille au travers du ministère, mais aussi à l'ensemble des autres ministères, à mettre en place un climat des affaires sain pour pouvoir attirer un maximum d'investisseurs. Et je peux vous assurer que nous sommes déjà bien avancés dans différentes discussions pour que cela se poursuive dans ce sens-là. Donc, en ces temps difficiles pour la République démocratique du Congo, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on reste unis, que l'on reste fort et résilient. On fait preuve de beaucoup de résilience. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire de ce secteur un vrai moteur de développement pour notre pays, mais également pour l'Afrique. Comme on dit en anglais, nous sommes à un stade important. En anglais, on dit cette transition énergétique, on doit, je dirais, shape the future and not being shaped by the future. Donc, c'est-à-dire que nous devons être des acteurs qui assurons que nous participons à ça et que non pas que nous soyons simplement des spectateurs par rapport à ce besoin mondial des minerais critiques et pour nous des minerais stratégiques. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence. C'est par cette note d'espoir que la conférence a pris fin.